Tout a commencé avec le cheval. Conquérir l'espace, vaincre le temps. Voilà le plus vieux rêve de l'homme. Il se résume en un mot, la vitesse. Qui a eu l'idée de domestiquer le cheval il y a des milliers d'années? On ne sait. Sans s'en douter, il a créé le premier moteur. Puis vient la roue, une idée de génie, inventée par les Sumériens ou les Indiens, peu importe. Avec elle, tout change. C'est le vol plané, suspendu dans l'air, comme sur un tapis volant. « 2000 ans avant Jésus-Christ, les Mycéniens venus d'Asie envahissent la Grèce, debout sur leurs chars de combat. Ainsi les rois et les guerriers ont connu les premiers cette ivresse de déchirer l'espace, de voir le paysage foncer sur eux, d'abolir le temps. Et puis voilà, 4000 ans plus tard, on en est toujours au même point. On a agrandi les chars, on a multiplié le nombre des chevaux, mais au fond, on n'a rien inventé de vraiment nouveau. Regardez, voilà Paris, à la fin du 19e siècle. Une grande ville de 2 millions d'habitants. C'est la belle époque. Victor Hugo, le vieux père Hugo, vient de mourir, à 83 ans. Le dernier chic, c'est d'avoir le téléphone. Mais c'est toujours le règne du cheval. Oui, on roule encore en calèche, alors que la science, cette nouvelle religion, accomplit chaque jour des miracles stupéfiants. Le dernier en date, c'est l'électricité. La fée électricité, comme on l'appelle. Aussi, les tramways commencent à remplacer les omnibus à chevaux. Mais la vie est toujours rythmée par le clic-clop des sabots sur le pavé. La France a 38 millions d'habitants et 3,5 millions de chevaux. Pourtant, le train, le cheval de fer, a révolutionné depuis longtemps les transports de ville à ville. Le chemin de fer, c'est l'épopée du 19e siècle. Grâce à la vapeur et aux rails d'acier, il a atteint la vitesse prodigieuse de 100 km à l'heure dès 1846. On va maintenant de Paris à Marseille à la moyenne de 75 km à l'heure. L'Europe possède déjà 140 000 km de voies ferrées qui traversent les continents d'un océan à l'autre, franchissent les plaines de Sibérie comme les montagnes des Alpes. Mais le train est attaché à son rail. Une fois en ville, on retrouve la bonne odeur du crottin. Tenez, voilà Londres, 3 millions d'habitants, la plus grande ville du globe. La reine Victoria, qui est sur le trône depuis 50 ans, n'en finit pas de régner sur l'Empire. Eh bien Londres, qui a inventé la machine à vapeur et le chemin de fer, Londres qui possède depuis plus de 20 ans sa première ligne de métro à vapeur, continue elle aussi à rouler au pas de ses chevaux. Tout le monde cherche autre chose pour remplacer le cheval, mais personne ne trouve. Et voilà qu'un Anglais, à partir du vélocipède inventé par un Français, crée la bicyclette. C'est le coup de foudre. En quelques années, la petite reine conquiert l'Europe. Quelle griserie de rouler, d'aller où on veut, de partir quand on veut, de s'arrêter quand on veut. Enfin, ou presque. La bicyclette, c'est d'abord un jouet pour les riches, mais très vite, elle devient un moyen de transport, et un moyen de transport individuel. Ça, c'est nouveau. À tous, elle donne un goût inoubliable de liberté. Et voilà Berlin, 1 million d'habitants.
Berlin, c'est la capitale du méchant monsieur Bismarck, qui nous a battus en 1870, qui nous a arraché l'Alsace-Lorraine et qui a créé le nouvel empire allemand. C'est la puissance industrielle qui monte, le pays de monsieur Krupp. Que vont-ils encore inventer, ces Allemands? Remplacer le cheval par un moteur, voilà la solution, bien sûr. Oh, on y pensait depuis longtemps, depuis qu'il y avait des machines à vapeur. En 1769, sous Louis XV, un ingénieur militaire lorrain, Joseph Cugnot, eut l'idée d'en atteler une à une charrette. Il réussit même à faire rouler un modèle réduit de ce monstre. Regardez-le bien, ce diplodocus est l'ancêtre émouvant de l'automobile. En 1825, les Anglais à leur tour installent une machine à vapeur sur une diligence, et ça marche. À telle enseigne que des transporteurs audacieux inaugurent quelques lignes régulières sur des parcours de 10 à 20 km. Mais ils font vite faillite. C'est beau mais c'est lourd, ça coûte plus cher que le cheval, et ça ne va pas plus vite. Et puis affirment les caricaturistes, ce n'est guère rassurant de chevaucher ainsi sur l'eau bouillante. En 1834, sur la ligne Glasgow-Paisley, la chaudière éclate. 5 morts. C'est la fin des diligences à vapeur. Mais la vapeur n'a pas dit son dernier mot. En 1873, Amédée Bollé, un ingénieur français du Mans, met au point ce petit omnibus à 6 places. Cette voiture fonctionne de façon si souple qu'il la baptise l'obéissante. Et elle atteint la vitesse étonnante de 45 km à l'heure. Mais elle pèse 3 tonnes. Il faut refaire le plein de la chaudière tous les 50 km. 460 litres d'eau. Trop lourd, toujours trop lourd. Ce qu'il faudrait, c'est trouver un autre moteur, plus léger, plus puissant. Dans toute l'Europe, inventeurs, ingénieurs, mécanos s'affairent pendant 20 ans dans de petits ateliers comme celui-ci. Petit à petit, le français Baudrochas, le belge Lenoir, l'allemand Auguste Otto mettent au point le moteur à pétrole. La voilà la solution, le moteur à explosion. On approche du but maintenant, mais 2 Allemands vont battre tout le monde de vitesse. Le premier, Karl Benz, un petit ingénieur sans le sou, va réaliser l'engin dont tout le monde rêve depuis 20 ans. Karl Benz, dont nous voyons la voiture ici, était vraiment le premier à réaliser l'automobile. C'est-à-dire, il savait que son moteur était de très faible puissance et qu'il avait donc des difficultés à mettre en marche un véhicule. Il a conçu un véhicule très léger, ultra léger, en 86, et il a réalisé ce qu'on voit ici. Mais, comme tout inventeur, il était assez méticuleux, il était peureux, il craignait toujours que quelque chose se casse ou que quelque chose ne marche pas. Il n'osait pas vraiment sortir dans les rues parce qu'il avait peur aussi que le public, n'ayant jamais vu un engin se mettre en marche sans qu'un cheval ou quelque chose était là pour pousser ou pour tirer, n'osait pas se montrer. Alors sa femme, Bertha, est une femme vraiment courageuse, une femme qui est peut-être la première public relation du monde, a fait le voyage avec cet engin-là, avec ses 2 jeunes fils, en allant de Mannheim à Pforzheim, un voyage aller-retour de plus de 100 km. À ce temps-là, vraiment un fait historique et inouï. Et il fallait faire beaucoup de choses là-bas parce qu'on n'avait pas encore des stations d'essence. Il fallait aller dans les pharmacies, acheter litre par litre des petites portions d'essence pour les remettre dedans et tout ça. Tout ça, Bertha le faisait pour vraiment servir la cause de son mari et, si vous voulez, la cause de l'automobile. D'ailleurs, presque un siècle plus tard, cet engin et cette automobile marchent toujours.
En 1939, l'Allemagne fêtait les 90 ans de la jolie Bertha, la grand-mère de l'automobile. Celle dont son mari Karl disait avec humour « Bertha m'était nécessaire pour mettre la voiture en route en la poussant, et souvent aussi, hélas, sur le chemin du retour, pour la pousser jusqu'à la maison. » 7 ans plus tard, Karl Benz devait connaître enfin la gloire et la fortune avec sa Victoria. Un succès prodigieux. 45 voitures vendues dans l'année. 3000 marques or, lanternes comprises. Mais un autre Allemand, Gottlieb Daimler, le talonne de près. La même année, en 86, motorise une voiture à cheval. Les deux hommes ne se connaissent pas. Pourtant, ils habitent à 150 km l'un de l'autre. Benz à Mannheim, Daimler à Stuttgart. Quand Daimler, raconte-t-on, apprend que Benz a pris un brevet pour son tricycle, il commande aussitôt ce beau phaéton, une vraie voiture, pour y installer son moteur. Un moteur beaucoup plus perfectionné que celui de Benz. Mais cette première voiture est encore bien rudimentaire. Il va faire mieux. En 89, Gottlieb Daimler est à sa deuxième voiture. Il avait d'abord commencé avec une calèche qui était beaucoup trop lourde. Alors il a construit un nouveau châssis de voiture et aussi un bicylindre, moteur qui tournait plus vite et plus rapide aussi que le moteur de Benz. L'allumage du moteur est assuré par des tubes de platine chauffés de l'extérieur par des brûleurs à bec. Et voilà l'automobiliste baptisé chauffeur, l'homme qui allume les brûleurs. Et ce nom va lui rester jusqu'à aujourd'hui. L'exploit de Daimler, c'est son moteur. 2 chevaux, 2 cylindres en V, 700 tours minute. Une petite merveille pour l'époque. Aussi, dans sa maison des environs de Stuttgart, Daimler reçoit des lettres enthousiastes de chercheurs et d'industriels européens qui s'intéressent aux voitures sans chevaux, comme on dit à l'époque, et qui veulent lui acheter la licence de son moteur remarquable. Un ingénieur français d'origine belge, Édouard Sarrazin, lui en a commandé 3 pour la France. Mais le pauvre monsieur Sarrazin meurt l'année suivante. Alors une femme, une fois de plus, va jouer un rôle décisif. Sa veuve, Louise Sarrazin, une femme de tête et qui a le sens des affaires. Après la mort de son mari, Louise Sarrazin se précipite à Stuttgart et au cours d'un tête-à-tête épique, arrache à Daimler la licence de son moteur pour la France. Voilà notre veuve assurée d'une belle dot. Il ne lui reste plus qu'à trouver un nouveau mari. À son retour, elle épouse tambour battant un grand ami de son époux défunt, le timide Émile Levasseur, ingénieur de centrale, qui dirige avec son camarade d'école René Panhard une fabrique d'outils. De ce mariage entre le bon Émile et l'énergique Louise, naît en 1891 la première voiture française à pétrole, la Panhard et Levasseur, que l'arrière-petit-neveu du constructeur Jean Panhard a retrouvé 50 ans plus tard dans une vieille remise. Je passe en première et je mets en marche avant. La voiture fait un petit bond et je démarre. Vous voyez comme le démarrage est progressif. Très doux. Hein. Extrêmement doux. Alors je peux accélérer encore légèrement. Je vois
avez pu la rattraper. Évidemment, la voiture secoue tellement que... Où est-ce que vous l'avez retrouvée, cette voiture? Eh bien, je l'ai retrouvée. Elle est passée en seconde. J'ai retrouvé avec mon cousin René Poirard dans le garage de la propriété de mon oncle Hippolyte Poirard, le fils du fondateur de l'usine. Et cette voiture était restée pendant près de 20 ans sans qu'on y touche. Nous avons entrepris de la remettre en état, mon cousin René Poirard et moi. Et elle a redémarré parfaitement bien au bout d'un certain temps. Et la grande vitesse permettait une vitesse de 25 km à l'heure. Et il était recommandé sur le catalogue de ne pas marcher trop souvent à cette vitesse, laquelle était dangereuse pour les passagers, étant donné que... Pour leur santé? Pour leur santé, on a une grande vitesse atteinte. C'est une voiture de course, celle-ci, presque, non? Non, c'était une voiture qui avait fait la course Paris-Bordeaux, mais qui est une voiture livrée à la clientèle. Il y en avait 5 de ce modèle qui ont été faites en 1891 et 92. Et Émile Levasseur, qui était un élève de l'école centrale, camarade de René Poirard, avait piloté cette même voiture, ce même modèle, pendant 48 heures sur Paris-Bordeaux, réalisant la moyenne fantastique pour l'époque de 24 km à l'heure. Ah, la moyenne? La moyenne, 24 km à l'heure sur 48 heures. C'était remarquable parce que précédemment, les cyclistes allaient plus vite que les automobiles. C'était la première fois? Sur Paris-Brest, c'était un cycliste qui avait gagné la course? Qui avait gagné la course. Et pour la première fois, l'automobile a été plus vite que la bicyclette? Elle était beaucoup plus vite que la bicyclette. Et sur une distance considérable. Vous pouvez remarquer le ralenti de la voiture. C'est bien entendu le moteur d'origine. C'est celui avec lequel mon oncle Hippolyte Poirard a fait le parcours Paris-Nice, faisant ainsi la première grande randonnée touristique mondiale. Nous allons comme le vent, écrit Levasseur à son ami Daimler, entre 26 et 28 km à l'heure. L'année suivante, Poirard en vendait 19 exemplaires au prix de 4 300 francs or, une fortune. Un de ses premiers clients, l'abbé Gavois, allait rouler avec la sienne pendant 30 ans. Faites lourd, disait Levasseur, vous ferez solide. Un autre industriel français, Armand Peugeot, entre dans la course la même année. Ne vous fiez pas à ces lorgnons et à cet air bourgeois. Cet homme est un aventurier. Son nom est déjà célèbre dans toute la France pour ses outils et ses moulins à café qui ont fait la fortune de la famille depuis plusieurs générations. Après un séjour en Angleterre, Armand Peugeot a décidé de moderniser les usines des fils de Peugeot frères à Valentinet dans le Doubs. Il a commencé par fabriquer des bicyclettes avec un énorme succès. Et de la bicyclette, il passe comme tant d'autres à la voiture sans cheval. Il va voir Levasseur à Paris et lui achète un moteur Daimler et en 1891, il se lance. Et c'est un succès. Il écrit tout joyeux à Daimler: « J'ai vendu ma première voiture à un Suisse. » Cette année-là, il en vendra 18. Et en 10 ans, près de 1000. Peugeot fabrique maintenant son propre moteur, que les fidèles de la marque baptisent le moulin. Pourquoi? À cause du moulin à café, bien sûr. Et voilà comment le moulin est entré dans l'argot automobile. À Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, un jeune fils de Soyeux, lui aussi, est saisi par la fièvre de l'automobile, Marius Berlier. « J'ai raté la bicyclette », se lamente-t-il. « Je ne raterai pas l'automobile. » Pour construire ce premier engin, et quel engin, il a englouti toutes ses économies.
Il effectue sa première sortie en 1895 sous les colibés de la foule. Et désastre, il atterrit dans la vitrine d'un charcutier. Son père furieux déclare alors « À Paris, Marius trouvera peut-être quelques excentriques pour acheter pareille sottise, pas à Lyon. » Il se trompe. Beaucoup de Français ont déjà attrapé le virus de la voiture sans cheval, comme en témoigne Jacques Lost, directeur de l'Argus. Être automobiliste, c'était d'abord avoir été un piéton motorisé, un piéton mécanisé, c'est d'abord d'avoir été cycliste. Parce que la plupart des grands noms de l'automobile au début du siècle étaient des noms d'anciens cyclistes, que ce soit Fernand Charron, que ce soit les frères Farman, que ce soit un autre titre, etc. Mais mon oncle, Henri Lost, mon père, Ernest Lost, etc., qui tous avaient été des cyclistes et qui avaient eu un certain nom sur les vélodromes dans les années 1890-1895. Et tout naturellement, ils sont passés de la bicyclette, du pédalage, aux pédales, à l'autre pédale, la pédale d'accélérateur, de frein et d'embrayage. En effet, c'est d'abord le sport qui va faire connaître la nouvelle invention au grand public. Le 19 juillet 1894, le Petit Journal organise un concours de voitures sans chevaux sur le trajet Paris-Rouen. Pas une vraie course, mais une sorte de parade. Au départ, 21 voitures. Il y a un peu de tout. Un tracteur à vapeur de Dion-Bouton tirant une calèche. Une Benz, 2 Daimler, 4 Panhard, 5 Peugeot. Pour ne pas faire de jaloux, le premier prix ex aequo est attribué à messieurs Panhard et Levasseur d'Ivry, les fils de Peugeot frères de Valentinet et monsieur Daimler du Württemberg. En fait, le grand vainqueur de cette journée historique, c'est l'automobile à pétrole. Pour la première fois, elle bat la bicyclette. Mais en 1895, il s'est bien agi d'une course. C'était la course Paris-Bordeaux-Paris. Pour la première fois, on lançait des voitures qui n'avaient pas de pneumatique et qui roulaient soit sur des roues cerclées de fer, soit sur caoutchouc plein. C'est vous dire que sur les mauvaises routes qu'il y avait à l'époque, parce que le réseau n'était pas très bon, il était poussiéreux, la route était blanche, rouler à des allures de 25 à 30 km à l'heure, ça secouait terriblement la mécanique. Or, cette course de Paris-Bordeaux-Paris, 1200 km, a vu une voiture sur 5 ou une voiture sur 10 existantes en France prendre part à cette épreuve. C'est-à-dire que tout le monde y était. Des voitures vapeur, des voitures... Il n'y avait pas de voitures électriques quand même, mais des voitures à pétrole, des voitures à alcool et des voitures à pétrole qui sont maintenant devenues nos voitures à essence. Départ de l'Étoile, lundi, 10h du matin. Daimler est dans la foule, accouru de Stuttgart, pour assister à cette bataille décisive entre la vapeur et le pétrole. Entre l'antique bolet à vapeur du vieux père Amédée et de ses 2 fils, 2 fois plus rapide que les voitures à pétrole, mais qui va couler ses bielles à Tours et perdre ses pistons à Angoulême. Oui, une lutte épique entre la 2 Dion-Bouton à vapeur, qui casse son cardan à Vouvray, les 3 Peugeot, les 2 Benz, les 4 Panhard, surtout celle de l'infatigable Émile Levasseur, qui pense à sa chère Louise et qui prend la tête de la course à Étampes, dès la 3e heure. Mercredi, porte-maillot, c'est du délire quand la Panhard numéro 5 d'Émile Levasseur franchit le premier la ligne d'arrivée. À midi, 57 minutes 30 secondes. Dans la foule, la chère Louise pleure de joie. Elle peut être fière de son Émile. Le pétrole a battu la vapeur. Après les mécanos, voici venu le temps des aristos. La voiture sans cheval devient la coqueluche du tout Paris, celle des belles marquises comme des grandes cocottes. C'est l'époque où Gigi, la Gigi de Colette, monte en automobile pour aller se promener au bois, prendre le thé à la cascade ou dîner chez Maxime. Pour être à la page, pour faire sportif, pour séduire une femme,
Tous les dandys de la belle époque, le baron Van Zuylen, milliardaire hollandais, ou le beau Bonnie de Castellane se transforment en chauffeur. Mais il est temps de lui trouver un nom à cette petite merveille. Elle a déjà 10 ans. On la baptise l'automobile. Un mot bien savant. Mais attention, doit-on dire une automobile ou un automobile? Grave question. On en discute pendant des mois, l'Académie s'en mêle. Voyons, un si bel objet, tour à tour capricieux et docile. Mais c'est une femme, c'est une automobile. En 1898, la duchesse d'Uzès, qui est toujours dans le vent, fait sensation en passant son permis de conduire. Une femme au volant, rien de plus élégant. Mais les hommes, les journaux se gaussent. Prenez un ours, mettez-lui des lunettes, un faux nez et une casquette de garçon de magasin, et vous aurez un chauffeur dernier chic. Le marquis de Dion, grand amateur de jeux et de duels, est le chef de file de ces enragés. Ce riche aristocrate a construit des voitures à vapeur avant de se rallier au pétrole. Associé à l'ingénieur Bouton, on les appelle le grand de Dion et le petit Bouton, l'aristo et le mécano. Industriel et sportif, le marquis de Dion va créer avec ses amis l'Automobile Club de France, dont le président actuel est Jean-Richard Deshayes. L'Automobile Club est né à la suite d'un déjeuner qui rassemblait 3 hommes, le marquis de Dion, le baron de Zuylen de Nievelt et un journaliste qui s'appelait Meillan. Ils avaient décidé de créer un club. À l'époque, il y avait plus de clubs qu'aujourd'hui, de créer un club inspiré par l'automobile. Il faut penser qu'en 1895, car ceci se passait au mois de novembre, le 12 novembre, si je ne me trompe, 1895, il faut penser que les automobiles n'étaient pas courantes sur la place de la Concorde. Et cependant, quelques années plus tard, de Dion, accompagné de celui qui devait devenir l'un des présidents de l'Automobile Club de France, le comte de Liquiac-Beaufort, de Dion le prenant par le bras sur la terrasse de notre premier étage, lui a montré la place de la Concorde et lui a dit: tu vois petit, eh bien d'ici 50 ans il n'y aura plus un cheval sur cette place. Il avait raison, mais on n'en est pas encore là. Il existe 500 voitures dans toute l'Europe, dont 300 environ en France. Et l'on n'en voit guère dans les rues de Paris ou sur les routes. Pourtant, il y a déjà des accidents, comme le raconte un des pionniers de l'automobile, Gabriel Voisin. Mon premier accident? Oh, monsieur, j'ai eu quelques accidents, hélas. Mais l'un des accidents auxquels vous faites allusion, c'est l'accident au cours duquel je suis passé sur un cochon. Oui. Alors, le châssis était très près du sol. La boîte de vitesse qui nous avait coûté d'énormes efforts était également très près du sol. Elle était garantie des poussières et de la boue par une petite tôlerie qui était fixée un peu légèrement en dessous du châssis. Le cochon était très important, il est passé sous la voiture et malheureusement il a cabossé la feuille de tôle qui garantissait nos engrenages. La feuille de tôle est passée à travers les engrenages et notre boîte a été brisée. Ça a été la fin de notre première voiture. Puis nous en avons construit d'autres, bien entendu. Et nous voilà en 1900. C'est l'exposition universelle, la grande expo, l'apothéose de la science et de l'industrie. On peut y admirer le phonographe, le cinéma et une invention prophétique, ce trottoir roulant qui est le clou de l'expo. Mais où est l'automobile? Elle est là, oui, mais cachée dans un coin. On lui a fait une petite place dans le stand des charbonnages. Et pour attirer l'attention, on y a installé un orchestre de tziganes. L'automobile, la France officielle n'y croit pas encore. Le public, lui, pas si bête, a été tout de suite conquis. Quand le président Loubet, l'année suivante, en 1901, inaugure au Grand Palais le premier salon officiel de l'automobile et du cycle, c'est du délire. 200 000 visiteurs, 800 exposants. En 10 ans, des douzaines de nouveaux fabricants se sont lancés dans l'aventure automobile. En France,
Darracq, Morse, Delahaye, Latil, Clément, De Dietrich. En Allemagne, Benz, Porsche, Opel. En Angleterre, Austin, Triumph. En Italie, Fiat. En Belgique, Minerva. Et en Bohême, Tatra. Mais la France, fanatique du volant, vient largement en tête. En 1900, elle possède 8000 automobiles, la moitié des voitures existant dans le monde. C'est qu'entre-temps, une nouvelle invention leur a donné des ailes, le pneu. Une autre aventure que raconte M. Crollard, un ancien de Michelin. Eh bien, en 1894, l'auto a déjà près de 10 ans d'existence, mais ne fait aucun progrès parce que la roue sur laquelle roulent ces véhicules est très dure. C'est une roue en bois souvent, à jantes d'acier, et dès qu'on dépasse la vitesse de 25 km/h, toutes les pièces mécaniques cassent. On a essayé également le bandage plein de caoutchouc, mais les résultats sont à peu près les mêmes, et également les pièces mécaniques ne résistent pas dès qu'on dépasse une certaine vitesse. À l'origine, un vétérinaire irlandais, M. Dunlop, a inventé le pneu à air pour bicyclette. Les frères Michelin, petits fabricants de caoutchouc industriel à Clermont-Ferrand, sont au bord de la ruine quand un cycliste anglais de passage vient faire réparer son pneu chez eux. Les Michelin, émerveillés, décident de les fabriquer en France et font fortune. Pourquoi ne pas les adapter à l'automobile, se demande-t-il alors. Dans la première course automobile organisée par le Petit Journal en 1894, lors de Paris-Rouen, 127 km, la moyenne kilométrique n'a pas dépassé les 22 km à l'heure. Et Michelin déclare, aussi longtemps qu'on roulera sur bande pleine ou sur acier, l'automobile ne fera aucun progrès. Or, il se trouve que quelques années auparavant, en 1891, les frères Michelin ont eu l'idée d'un pneu vélo démontable sur air. Et c'est cette solution qu'ils veulent appliquer à l'automobile. Et ils font donc un pneu pour auto qui a cet aspect. Le pneu boit l'obstacle, déclare Michelin qui a le sens de la publicité. Et ainsi naît le bonhomme Bibendum, le buveur d'obstacles. Mais au début, tout le monde est sceptique. D'autant que les concurrents se livrent à une campagne parfaitement déloyale contre l'idée de messieurs Michelin frères. Ce n'est pas le pneu, c'est la roue elle-même qui doit être élastique, prétend un inventeur, un certain monsieur Roussel, dont l'histoire a vite oublié le nom. Et d'un clou rageur, la roue élastique crève le pauvre Bibendum. Mais celui-ci finira quand même par triompher. Mais les recherches pour améliorer la longévité et la fiabilité du pneu continuent, et en 1905, Michelin crée un pneu caoutchouc avec bande de cuir et rivets métalliques. Cette solution aura beaucoup de succès, mais on reviendra quand même à d'autres solutions, toujours en améliorant la qualité et la sécurité du pneu. D'ailleurs, entre-temps, Michelin a inventé la jante amovible qui permet la création de la roue de secours. Grâce au pneu, le Belge Genadzi atteint pour la première fois la vitesse de 100 km à l'heure en 1899 à bord de ce curieux cigare, à moteur électrique d'ailleurs. Le pneu, ce n'est pas un accessoire, c'est une révolution, aussi importante que le moteur à explosion. En 4 ans, l'automobile rattrape le train, d'un seul bond. Et un journaliste trouve cette formule, le pneu c'est le rail portatif, un rail d'air. Le pneu c'est la vitesse. Avec lui s'ouvre une ère nouvelle, celle des grandes courses, la Targa Florio, le Grand Prix de la CF ou la Coupe Gordon Bennett qu'on voit ici, créée par un milliardaire américain, directeur à Paris du New York Herald Tribune. C'est l'époque des bolides qui foncent à plus de 100 à l'heure.
Des monstres avec des moteurs énormes de 10 à 13 litres de cylindrée. L'époque héroïque des casse-coups, le pilote et le mécanicien qui risquent leur vie pour décrocher ces objets d'art délirants, comme la coupe Gordon Bennett. Parmi eux, un jeune Français va faire parler de lui, Louis Renault. Depuis son enfance, il ne rêve que de machines. Fils d'une famille bourgeoise de riches marchands de draps de Billancourt, il fait le désespoir de son père. Il préfère la mécanique à l'orthographe. À son retour du service militaire, Louis Renault obtient que lui soit confié l'atelier des jardiniers au fond de la propriété de la famille. La forge se trouve à l'extérieur et à l'intérieur, il peut installer ses machines-outils. La force motrice est fournie par une machine à vapeur dont la chaudière se trouve dans l'appentis. Ici, on est en présence du moteur. Ici, l'étaulimeur et le tour, qui est la machine indispensable pour les fabrications des pièces spéciales qu'il a réalisées. C'est ici que le jeune Louis Renault bricole son premier quadricycle à moteur. Mais ce bricoleur a du génie. Il imagine entre autres de remplacer les courroies et les chaînes par une transmission à prise directe. Un brevet que tout le monde va bientôt lui emprunter et qui fera sa renommée. Le jour du réveillon 1898, Louis Renault fait une démonstration devant les amis de la famille. Le notaire de son père, maître Viau, enthousiaste, lui donne 40 louis et part avec la voiture. Du coup, ses grands frères, Marcel et Fernand, découvrent soudain les mérites du petit Louis. Et c'est à ce moment-là que le sens commercial de toute la famille va ressortir. On a un frère qui est jeune, qui est dans un atelier, qui fait des voitures. Pourquoi ne pas essayer de les vendre? Et c'est à ce moment-là que surgit l'idée de créer la société Renault Frères. Mais Louis Renault n'a tout juste que 21 ans. Et ce sont les deux frères aînés, Fernand et Marcel, qui vont constituer la société Renault Frères en versant chacun 30 000 francs. Et c'est ainsi que la société va démarrer. Mais comme on est de bons commerçants, les 100 francs qu'on donnait par mois au jeune Louis depuis le mois de septembre 98 vont être rigoureusement comptabilisés dans les livres. Donc en février 99, on fait des voitures, c'est Louis qui les fait, mais Fernand et Marcel dirigent la maison. À cette époque de l'automobile, alors que la tendance était pour beaucoup de concevoir des véhicules de plus en plus lourds, Renault s'est efforcé de combattre le poids et de concevoir des voitures légères, en utilisant d'ailleurs les procédés les plus simples et éprouvés. C'est certainement à cette technique qu'il a pu réussir et obtenir les succès qu'on connaît en course. Oui, les frères Renault se sont lancés dans la compétition. Paris-Bordeaux, Paris-Berlin. Et en 1902, l'apothéose, Paris-Vienne, la course des courses. Louis Renault et son frère aîné Marcel, qui a attrapé lui aussi le virus de la course, pilotent les nouveaux modèles, reconnaissables à leur célèbre capot alligator, à tête de crocodile. Course épique, 1700 km à travers la Bourgogne, la Suisse, les Alpes. Louis, lancé à 100 à l'heure, passe à travers un passage à niveau fermé et casse tout. Et c'est Marcel qui gagne à 65 km de moyenne. Il a battu de 6 heures le rapide de l'Arlberg. 8 ans plus tard, la grande épreuve mondiale, vraiment étonnante, stupéfiante, Paris-Madrid. Alors à Paris-Madrid participent maintenant des voitures qui peuvent rouler à 140 km à l'heure. Et il ne faut pas oublier que le vainqueur, Gabriel sur Morse, a fait un peu plus de 100 à l'heure, suivi de très près par une légère voiture conduite par son constructeur, qui était Louis Renault. Louis Renault, qui d'ailleurs avait perdu son frère dans cette même course, victime d'un accident près de Couédérac, au nord de Couédérac. Dans le nuage de poussière soulevé par la voiture qui le précédait, Marcel Renault n'a pas vu une courbe qui maintenant a été rectifiée. Il a fallu, je crois, 40 ans pour la rectifier, la courbe. Mais maintenant, elle est rectifiée, on peut la prendre à allure normale, et a fait panache, comme on disait à l'époque, est tombé dans le fossé, est resté 3 jours dans le coma après blessure. Au total, il y a eu pas mal de tués,
je pense, une dizaine de pilotes, conducteurs et surtout spectateurs. Parce que, aussi curieux que ça puisse paraître, c'était une grande kermesse nationale. Comme pour les 1000 milles en Italie, les spectateurs étaient venus des campagnes les plus reculées, étaient au bord de la route sur des rangs de 3 et 4 spectateurs. Et dans certains points, le jeu consistait à mettre 1 litre de vin au milieu de la route et aller le chercher en traversant la route le plus près possible de la voiture qui arrivait. Alors c'était assez quand même risqué. Histoire véridique. Pour éviter une petite fille, Touron entre dans la foule, 3 morts. Pour éviter un chien, Barrault se jette sur un platane, il se tue avec son mécanicien. Porter enfonce un passage à niveau fermé, son mécano est tué. Plus de 10 morts. Le gouvernement décide d'arrêter les frais à Bordeaux et c'est la fin des courses de ville à ville. En arrivant à Bordeaux, Louis Renault apprend en même temps qu'il est second et que son frère est mourant. Et voilà, en 20 ans, l'automobile a pris sa forme définitive. 4 roues égales, moteur à l'avant, pneus à air, volant incliné, boîte de vitesse, radiateur en nid d'abeille, tout y est. Et elles font déjà du 100 à l'heure. Franchement, qu'est-ce qu'une automobile d'aujourd'hui a de plus que ce modèle Daimler qui date de 1901 et qui va être baptisé Mercedes. Fin du 19e siècle, vivait à Nice un homme d'affaires tout à fait hardi et en même temps consul général d'Autriche. C'était M. Jelinek. M. Jelinek était un grand amateur de voitures et surtout des voitures Daimler. Il a commandé une voiture comme celle-ci, dans laquelle je me trouve maintenant, et il a baptisé cette voiture après le nom de sa fille bien-aimée, Mercedes. Alors il a gagné plusieurs courses, et il était tout à fait enchanté de ça, et il a dit à M. Daimler, en 1901, combien vous en fabriquez dans l'année? Alors M. Daimler a dit à ce moment-là, oh, des voitures pareilles, 36. Alors je lui ai dit, je vous passe toute la commande sous condition que vous les appeliez toutes Mercedes. Alors M. Daimler a d'abord hésité un peu, mais il s'est dit tout de même, c'est une bonne affaire, la production de toute une année, et il a baptisé donc ces voitures Mercedes, il les a fabriquées, il les a livrées, il a fait une bonne affaire. En même temps, M. Jelinek a fait une bonne affaire aussi, parce qu'il a vendu toutes ces voitures à des clients qui étaient enchantés de voir une voiture pareille qui, au fond, a eu tout à fait le premier aspect d'une voiture automobile. Et après tout, Mercedes, et plus tard, quand Mercedes et Benz, les deux sociétés, se sont réunies, ils ont baptisé leur voiture Mercedes-Benz en 1926. 1906, nouvelle étape. L'Automobile Club de France crée son Grand Prix sur le circuit de la Sarthe. 12 tours de 103 km. Depuis le drame de Bordeaux, la course sur route a été interdite. Mais elle renaît sur les circuits, dans la fièvre des grands jours. 30 voitures engagées, 3 par marque. Voici la Mercedes de Genazzi, le Belge qui a atteint le premier 100 km à l'heure. La Brasier, la voiture qui a gagné 2 fois la Coupe Gordon Bennett. La Lorraine Dietrich, pilotée par Rougier. La Clément Bayard, pilotée par le fils Clément. Le père et le fils se sont disputés, dit-on, car papa Clément a refusé de monter sur sa voiture la dernière nouveauté, les roues à jantes amovibles qui permettent de changer les pneus plus vite. Et voilà l'Hotchkiss, piloté par le Blond, dont les roues à rayons font sensation. Il est 6 h du matin, mardi 26 juin. C'est parti, à 90 secondes d'intervalle. Voilà la Fiat de Nazzaro et la Renault, pilotée par le Hongrois Sees. Les brasiers sont les plus rapides.
Elles ont pris la tête et mènent un train d'enfer avec des pointes à 150 km à l'heure. Suivi par les Italiens, la Fiat de Nazzaro, le Maestro moustachu et l'Itala de Cagno qui a perdu son capot. L'Hotchkiss de Leblon roule très fort, suivi par la Lorraine Dietrich de Rougier. Et voilà la Renault, reconnaissable à son capot qui rattrape le peloton. Une Clément Bayard sort de la route. C'est le fils Clément, ça y est, il a crevé. Il va perdre au moins 15 minutes à changer son pneu. Ah, si papa l'avait écouté. Au troisième tour, la Renault de Cise prend la tête. Elle ne la lâchera plus jusqu'à la fin de la course. Talonnée par le fils Clément, qui va arriver second, en pestant contre son père. Les Italiens et les Allemands sont battus. Et voilà le vainqueur, Cise sur Renault. En 2 jours, il a couvert 1238 km à la moyenne de 102 à l'heure. Belle victoire pour le petit mécanicien hongrois devenu pilote, mais aussi pour son patron Louis Renault et pour la mécanique française. 1907, le Grand Prix se court cette année sur le circuit de Dieppe. 10 tours, 770 km. Mardi 2 juillet, l'atmosphère dans les stands est endeuillée. On a failli supprimer la course. 2 pilotes se sont tués la veille aux essais, dont le populaire fils Clément, un des favoris. Les étrangers sont venus en force cette année, surtout les Italiens. Le redoutable Nazzaro, qui a gagné au printemps la Targa Florio, fait lui-même le plein de sa Fiat. Et son équipier Lancia, un ingénieur qui pilote une autre Fiat. Les Lorraine Dietrich, les Mercedes, les Brasier, les Renault sont là. Dès 5 heures du matin, les tribunes sont pleines de spectateurs venus de Paris en trains spéciaux pour assister au départ. Dès le premier tour, la lutte est acharnée entre les Fiat, les Darracq, les Brasier, les Lorraine Dietrich et les Renault. Les coureurs tournent encore plus vite que l'an dernier. Ils prennent tous les risques. Voilà le Belge Genadzi sur sa Mercedes blanche. Il s'arrête. Que se passe-t-il? Les Mercedes ont beaucoup d'ennuis cette année. Le mécano est descendu de la voiture. Mais qu'est-ce qu'il fabrique au milieu de la route? Qu'il se dépêche. Les autres arrivent. Oh là là, une Brasier les a évités de justesse. Ils foncent tous comme des fous dans ce virage qu'ils prennent en dérapage contrôlé. Contrôlé, enfin plus ou moins. La Brasier de Barras a fait un tête à queue. Il n'y a pas de mal. Il fait demi-tour et il est reparti. Richet à son tour perd le contrôle de sa Renault. Il monte sur le talus, il se renverse. Pour les éviter, Barrier est parti dans le décor. Le commissaire de piste, est-ce le prince d'Arambert ou le comte de Vauguet, fait signe aux autres coureurs de ralentir. Mais personne n'obéit, encore un tête à queue. C'est la Mercedes de Genadzi. C'est de la folie. Genadzi est reparti. Mais il s'arrête près de Richet. Tout va bien? Oui, bon. Et la course continue. Richet et son mécano ont réussi à redresser leur voiture. Et il est reparti. Et c'est l'Italien Nazzaro, sur Fiat, qui gagne devant 8 Français. Renault est deuxième, l'honneur est sauf. 1908, le Grand Prix se court de nouveau sur le circuit de Dieppe que le département de la Seine-Inférieure a goudronné. Assez frais, s'il vous plaît. Mardi 7 juillet, départ au canon. Au 4e tour, Pierron sur motobloc et Emery sur Benz se laissent embarquer. Ils ont calé leur moteur, mais les mécanos ont sauté à terre et remettent en route à la manivelle. Bravo, les voilà repartis. La route du circuit a été massacrée la veille par les voiturettes qui ont couru ici. C'est folie de prendre ce virage à cette allure. Ça y est, la motobloc de Garcia a enfoncé la palissade. Nazzaro, le vainqueur de l'an dernier, a cassé son vilebrequin. Il a abandonné et ce sont les Mercedes qui sont en tête, poursuivis par les Français. Sissac marche à la limite, mais voilà qu'il capote, il a fait 3 tonneaux.
Le service d'ordre se précipite. Le mécanicien a été tué sur le coup. Et Sissac? Où est Sissac? On l'emporte, dans un état désespéré. L'an dernier, le fils Clément, cette année, Sissac. Dans le virage 2, c'est maintenant une Opel qui s'est renversée. Mais l'équipage a l'air indemne. Plus de peur que de mal. L'Axène s'est arrêté sur le bord de la route. Il a grillé son moteur, mais qu'est-ce qu'il bricole sous son capot? Il va prendre feu. Et Lancia, le brise-fer italien, a encore cassé sa Fiat. Les hommes et la mécanique n'ont jamais autant souffert. Mais tous les records sont battus. La moyenne est de 111 à l'heure. Toujours plus vite. Où va-t-on s'arrêter? C'est un Allemand sur Mercedes qui gagne. Lautenschlager, un inconnu. Deuxième et troisième, deux Benz. Cinquième, une Mercedes. Sixième, une Opel. Septième, encore une Benz. C'est le triomphe des Allemands, la déroute complète des Français. Mauvais perdant, les principaux constructeurs français décident de ne plus participer à aucune course. C'est la fin du Grand Prix de la CF, pour 4 ans, jusqu'en 1912.